Bonsoir, avec un naturel. Donc voilà, donc je vous disais, donc on est à la troisième rencontre que l'Institut européen des jardins et paysages organise ici à la Maison des sciences de l'homme. Avec, encore une fois, je remercie la Fondation Maison des sciences de l'homme pour leur accueil, pour leur collaboration, le support technique. Il y a 2 mois, je crois, on s'était vu ici pour parler de jardin et politique avec Gilles Clément et Frédéric Basset. Aujourd'hui, on va parler de jardin et d'Europe, des jardins de l'Europe. Avec nos 3 invités, évidemment, je vais vous les présenter peu à peu. Je les remercie évidemment d'être là. La chose qu'on remarquait tout à l'heure, c'est qu'on a la chance d'avoir ici 3 personnes qui connaissent les jardins, bien sûr, donc qui connaissent les jardins européens, mais 3 praticiens. Qui sont dans le projet, et pas uniquement dans la théorie et dans la réflexion, mais vraiment dans le faire. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on va voir comment ils se confrontent, comment ils partagent et comment ils... Donc l'Europe des jardins, tout ça, le point de départ sera... on va vous parler le point de départ sera un colloque que l'Institut européen des jardins et paysages a organisé en 2021 à Lisbonne, à la Fondation Gulbenkian, donc un lieu prestigieux. Donc c'était un partenariat assez important pour nous. Le thème de ce colloque, c'était en anglais, Garden Transmissions, donc les transmissions, les échanges qui ont eu lieu dans les pays européens depuis la Renaissance. Et donc il s'agissait là d'explorer la manière dont l'art des jardins en Europe a évolué. Grâce à des échanges, transmissions, donc échanges de savoir-faire, de connaissances, d'idéaux, de techniques, et comment ça s'est fait à travers les livres, à travers les voyages, les rencontres, les expériences humaines. Et donc ça s'est passé en 2021, mais c'est pour nous un sujet d'actualité parce que on a publié les actes de ce colloque qui vient de paraître aux éditions Brepols. Ils sont en vente ici, mais Christine, tu peux peut-être montrer le livre, parce que moi je trouve que c'est un très très beau... Moi je ne suis pas vraiment responsable du livre, c'est plutôt Christine, comme je vais vous le dire. Mais le livre, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Alors on dit des actes, mais c'est vraiment un livre à part entière. La qualité des images, la qualité graphique est vraiment assez extraordinaire. Donc voilà, il est disponible pour ceux qui ont éventuellement envie de l'acheter à la fin de cette rencontre. J'imagine que le livre ne concerne pas que l'Europe. Évidemment, on était un peu obligé de sortir. Pas du tout. Mais Christine elle va peut-être expliquer les raisons parce que c'est elle qui a piloté ce projet. Mais évidemment, on est parti aussi aux États-Unis, d'autant plus qu'on avait un partenariat avec Dumbarton Oaks à Washington. Donc évidemment, c'était un grand projet international, centré quand même surtout sur l'Europe, sur l'art des jardins en Europe. Mais on ne va pas parler que de ça aujourd'hui. Donc à l'époque, c'était donc 2021. Et donc Cristina Castelbranco, je vais lui laisser la parole tout de suite. Donc qui est une paysagiste, je vous le disais, donc une femme de terrain quand même, mais aussi historienne des jardins, on peut dire. Et elle est vice-présidente de l'Institut européen des jardins et paysages. Et à l'époque où elle a lancé cette idée, au comité de scientifiques de l'Institut, donc elle était présidente du comité. Didier Wirth, qui est là avec nous ce soir, était fondateur de l'Institut, évidemment, l'a encouragé. On a tous travaillé ensemble. Le colloque a eu lieu et les actes viennent de paraître. Donc je passerai tout de suite la parole à Christina et je vais présenter les autres invités quand je vous donnerai la parole un peu plus tard. Christina, à toi. Bonjour à tous. Comme Marco, je remercie votre présence. C'est un honneur et une joie. Et donc, je vous remercie et je remercie très chaleureusement la Fondation Maison des sciences de l'homme parce que c'est vraiment un privilège de pouvoir parler au centre de Paris et pouvoir donc attirer ici des gens qui sont intéressés au jardin et qui feront sûrement de cette séance une dynamique plus intéressante. Le livre dont Marco vous a parlé. Le livre est le produit d'une conférence organisée par l'Institut, aussi déjà dit, et qui, disons que je mets plutôt en relief le temps de préparation de la conférence chez Didier Wirth. À Brécy, en Normandie, pendant des années, on se groupait autour de nouveaux sujets. Et voilà qu'avec le soutien de la Fondation Gulbenkian, nous avons réussi
à mettre notre brainstorming, vous savez bien ce que c'est, je ne sais pas comment le dire en français, le brainstorming, qui s'est révélé très utile pour arriver à ce jour. Je remercie donc Didier en tant que président de l'Institut et fondateur, Institut européen des jardins et paysages, pour le démarrage du projet. Et je remercie aussi Pascal Buléon, le président actuel de l'Institut, pour tout le support et l'enthousiasme de voir aboutir ce projet européen. Je présente donc le résultat de la recherche de 20 auteurs provenant de 12 nationalités différentes qui ont eu le temps d'écrire sur l'hypothèse que j'appellerais l'hypothèse de Brécy, parce qu'elle a vraiment été inventée là-bas, autour du feu, autour de la table, dans les promenades, et je peux dire que, et je vais vous mettre, voilà. Donc ce que je disais, c'est que cette hypothèse disait la chose suivante. Est-ce qu'en appliquant l'idée de transmission au jardin, nous enrichissons notre compréhension du phénomène jardin et son évolution dans nos sociétés? Les idées partagées à Lisbonne en 2021 et dans ce livre de 2023 nous confirment que l'exercice vaut la peine. Tous ces auteurs ont contribué à enrichir notre façon de regarder les jardins, leur style, leur évolution, surtout en Europe. Surtout en Europe. Le conférencier principal était Mark Tribe, que vous allez voir. Voilà les 20 auteurs à peu près à Lisbonne, fêtant la fin de la conférence. Et voilà Mark Tribe à Lisbonne avec son Sending, Receiving, Transforming, qui au fait est déjà le début de la transmission de jardin. Envoyer, recevoir, transformer. La transmission implique le transfert d'informations ou d'idées d'une source à une autre. La transmission de connaissances, de styles et d'idées liées à la conception de jardin implique des personnes, des modèles de référence et un moyen efficace de transfert de la source au destinataire. La théorie des jardins, il a changé sans que je bouge. Ça, c'est très embêtant. Je voulais juste vous dire que c'est le jardin japonais à Courance et que donc c'est un jardin qui a été transmis du Japon à Courance, près de Paris, et que, vous voyez, il y a des différences par rapport au jardin japonais, mais quand même, toute l'inspiration y est. Et encore plus, parce que ceci est au Japon, un jardin hollandais qui est au Japon, une imitation et une transférence. Donc il y a toujours cette idée. Alors, la théorie de la communication soutient que pour une communication efficace, les parties émettrices et réceptrices doivent partager un langage ou un médium mutuellement compréhensible. Nous faisons référence au langage, qu'il soit parlé ou écrit, mais l'expérience d'un jardin dans un pays étranger ou la propagation d'une espèce de plante introduite peut servir de forme de communication, de transmission non verbale. Toutes les plantes qu'on emmène, toutes les plantes qu'on essaye dans un pays étranger à la plante. Un autre facteur tiré de la théorie de la communication est utile dans nos études sur les transmissions de jardin. Toute communication est perturbée par ce qu'on appelle le bruit. Quelques exemples de bruit. Les jardins paysagers anglais, construits en Italie, ont été contraints d'interagir avec une tradition de jardin de longue date, un climat différent, des sols différents et des plantes différentes. Elles ont tout affecté la mise en œuvre de l'idée originale du jardin et ont imposé des modifications spécifiques au site. Donc toute forme de jardin nouvellement introduite dans des pays du monde entier n'était que rarement exécutée de manière authentique, reproduisant véritablement les jardins qui ont fourni sa source. Inutile de dire que le bruit et la mauvaise interprétation ne sont pas toujours des choses négatives. Et donc, en fait, ils stimulent souvent la créativité. Le bruit de la traduction peut susciter la créativité de produire de nouveaux hybrides qui propulsent le cours de la culture appliqué à notre sujet.
pour créer de nouvelles formes de jardins et de conception de paysages. La transmission est donc multidimensionnelle, englobant l'exploration de l'échange de plans et élargissant nos idées pour la composition, les plantations et l'espace dans les jardins et paysages. Dans les articles présentés dans ce livre, nous suivons la transmission de plantes, de styles et formes et de techniques et comment elles ont été utilisées, comment fut transmis le savoir et comment un designer reçoit les influences et les transmet dans sa nouvelle composition. Le sous-titre de ce symposium décrit comment ces transmissions ont été effectuées, word, la parole, que ce soit viva voce ou par écrit, à travers des images, que ce soit des croquis uniques ou des reproductions, et aussi par l'expérience directe. Le plus souvent, plus d'un moyen était impliqué. Le groupe qui a préparé la conférence face à la pandémie de 2021 s'est aussi demandé, parce qu'il a fallu remettre à plus tard la conférence. C'était en 2020, il a fallu la faire en 2021. On a eu 1 an pour préparer cette conférence. Et on avait inventé, soi-disant, le Zoom. Et donc, on s'est fait des réunions à 4 ou 5 par thème qui nous ont permis... Ah là, je m'excuse, mais j'avais enlevé le timing, mais au fait, il est plus persistant que moi. Et donc, juste pour vous dire qu'on a réussi à parler entre nous de façon à ce que le mot transmission soit retenu et l'idée de transmission et que les gens, les auteurs, ne partent pas dans leurs propres expériences. Donc, ces réunions en Zoom pendant cette année ont été extrêmement utiles parce qu'on a réussi à mettre tous les auteurs, disons que dans la même ligne de pensée. Je voulais juste dire que, comme le développement de la connaissance scientifique lui-même, la transmission de la plupart de notre apprentissage dépend du nommage et de la structuration et de l'organisation. Avant l'acceptation généralisée de la classification de Carl Linné des plantes basées sur leurs caractéristiques sexuelles, il ne pouvait y avoir de transmission précise de la connaissance botanique. Donc il y a un problème de précision qui est aussi important. Évidemment, l'autre façon de passer, c'est l'image. Et on dit qu'une image vaut 1000 mots. Et bien que dans de nombreux cas, cela puisse être vrai, les images sont confrontées à des défis plus importants lorsqu'il s'agit de décrire dans les jardins les propriétés telles que la qualité ou la quantité du matériau, la lumière, le froid, l'odeur. Donc, ça ne suffit pas, les images et les paroles. Il y a l'expérience qui va compléter. Le long du livre, on examine des croquis, des dessins, des gravures et plus tard des photographies qui ont été historiquement utilisés pour transmettre des idées sur les jardins, les paysages, les plantes, ainsi que les cultures. L'expérience, le mot et l'image peuvent tous deux présenter des plantes et des compositions, mais l'expérience transcende les limites des représentations, qu'elles soient linguistiques ou pictorales. L'expérience est changeante, et voici pourquoi il y a cette image. Cette image qui nous dit que l'expérience est conditionnée par le temps et la météo, surtout ce qui concerne les plantes, la lumière et le ciel. Chaque visite à un jardin apporte une nouvelle expérience. L'expérience du jardin a un rôle très fort dans la transmission de l'ambiance du jardin, et nous le verrons dans le chapitre de Marco Martella, le revival italien du début du XXe siècle, où les auteurs anglais et américains essaient de capturer par leurs écrits le genius loci, qui est quelque chose de très difficile à capturer, mais ils essayent de décrire la magie du jardin italien pour le reproduire chez eux. Et je ne sais pas s'il va en parler, mais ce sont 3 auteurs absolument essentiels du début du XXe siècle qui nous parlent de la magie, de la beauté et du charme. Voilà, George Sitwell, Vernon Lee, et puis l'américaine Edith Wharton. Donc la transmission d'une idée, d'un style de jardin ou l'importation de plantes n'est que la première partie d'un processus. Ensuite, si elle est acceptée par la culture réceptrice, un processus de traduction et de transformation s'ensuit.
Et parfois, une toute nouvelle forme peut en résulter. Oups, il faut que je l'enlève. Voilà. Je m'excuse, mais on n'a pas réussi à enlever le timing. Donc, l'utilisation et l'entremêlement du mot, de l'image et de l'expérience ont joué un rôle crucial dans l'histoire de l'évolution de l'art des jardins. Dans la conception de jardins, cela pourrait se traduire transmission, adoption, adaptation. Et puis, ça recommence, parce que dans l'adaptation, vous avez déjà créé du nouveau. Et puis, et nous le voyons très bien, l'Italie qui a emmené ici Marie de Médicis, le nôtre qui s'ensuit, le nôtre qui part partout dans l'Europe, comme nous allons le voir. Et donc, ces modèles ont été transmis et passent des uns aux autres par adaptation. Nous allons voir avec Anna Kukan, qui est venue de Slovène. Anna Kukan nous parle très rapidement de 2 parcs en Slovénie. Elle a présenté l'influence du modèle français de le nôtre, ensuite adopté par les jardins baroques allemands, et vous pouvez voir l'axe déjà, et leur influence claire dans 2 jardins et parcs slovènes sous le titre « Dans le miroir, principe compositionnel des grands styles aux marges de la monarchie des Habsbourg ». 2 parcs en Slovénie, le parc baroque de Dornava, début du XVIIIe, et le parc des Lumières à Brdo, sont d'excellents exemples de ce que Mark Tribe avait annoncé. Ils reflètent les caractéristiques des grands parcs baroques construits dans les terres allemandes qui, eux déjà, suivaient de près les éléments baroques français. Alors, elle a fait faire des compositions par ses élèves. Elle est prof à l'université de Ljubljana. Et donc, on a complètement compris comment avait été l'adaptation du modèle français en Slovénie à travers l'Allemagne. Et voici ce qu'il en reste. Et nous passons directement à Nathalie de Harlès, qui a écrit sur l'influence du Grand Tour et des voyages sur les programmes des premiers jardins anglais dans les Pays-Bas méridionaux. Alors, le Grand Tour était un thème très cher à Didier et il joue un rôle déterminant dans la diffusion du goût pittoresque et l'évolution du jardin en tant que lieu d'expérience particulière, sorte de laboratoire. Une vision, vous pouvez le voir d'ailleurs, le changement des jardins dans les plans et les gravures qui se sont introduits parce qu'il y a eu une nouvelle vision du jardin qui fait émerger la figure originale du propriétaire concepteur, véritable orchestrateur de son domaine, parmi lesquels les ducs et les princes. Ce qui est intéressant, c'est que chacun de ces princes qui voyageaient dans le Grand Tour a imaginé pour son domaine des projets mettant en scène de souvenirs de voyage, de visites et de lectures attestant la diffusion de nouveaux modèles et leur appropriation personnalisée par les propriétaires et les concepteurs qui, à nouveau, vont être des modèles pour leur pays. Donc voilà, vous avez compris, on fait une petite pause dans le temps à Christina de retrouver son souffle. Et de toute façon, le fil de l'histoire, on va le retrouver quoi qu'il arrive, t'inquiète pas, l'histoire est là. Donc Dirk Simons, j'ai très mal prononcé le nom, mais vous avez compris qu'on est en plein dans l'Europe. Christina Castelbranco est portugaise. Je suis italien. Ah non, ça va, je m'étais oublié, mais tu vois. Mais donc, ouais, enfin, un français quand même, parce qu'il faut quand même. Dirk Simons est néerlandais, hollandais. Alors, il y aura donc Dirk Simons, c'est un éminent paysagiste. Je crois qu'il a eu un grand prix, le prix Jallico, il n'y a pas longtemps. Un grand prix pour du paysage. Donc voilà, il nous fait vraiment l'honneur d'être venu de Pays-Bas pour nous parler de son sujet. Il était présent donc au colloque dont Christina a commencé à nous parler. Alors, vous avez compris, à la fin, Christina a dit que le quatrième mot-clé du colloque, après Word, Image, Experience, c'était le futur. Et ça, c'était surtout, pas seulement, mais Dirk Simons
C'était un peu son grand sujet. C'est là qu'il a parlé. Donc on va commencer avec Dirk et puis on va continuer avec Louis quand même de parler de l'avenir de l'art des jardins par rapport aux grands défis qui nous attend, notamment liés à l'environnement. De quelle manière l'art des jardins peut avoir un rôle très intéressant dans son beau texte que je vous conseille de lire si vous pouvez, qu'il a écrit pour les actes. Il commence à dire, je peux le dire, que tes amis disaient l'art des jardins, pourquoi parler d'art des jardins à un moment où why speak about gardens at a time when the planet is burning, etc. Yes, bon. Donc c'est quand même une question qu'on se pose. It's a question we ask ourselves, all of us. Ses amis donc qui disaient voilà, c'est le début, c'est l'incipit de son texte. Il disait voilà, je disais à mes amis, je vais à Lisbonne pour parler de l'art, c'est un colloque sur l'art des jardins, et ses amis lui disaient mais pourquoi parler d'art des jardins dans un moment critique où il faut plutôt parler de l'avenir de la planète qui est voilà, pour les questions que tout le monde connaît, etc. Mais c'est là justement qu'il y a quelque chose de vraiment très important à dire. Et le texte est absolument magnifique, si je peux le dire. Donc on reste encore un petit moment sur le colloque de Lisbonne, mais dire qu'il va parler d'un sujet complètement, enfin il va s'éloigner. Donc on parle du futur, la transmission vers les futurs. Mais donc puisqu'on parle de jardin européen et qu'on est un peu cosmopolite, des origines différentes, donc on va parler, dire que va parler en anglais. Alors, les Français sont souvent pas, enfin, je sais pas, il était un peu inquiet, si je peux dire, parce que mais en fait, voilà, il faut peut-être, c'est l'Europe, il faut commencer à parler plusieurs langues, et c'est bien. Et en plus, ça c'est la contradiction, mais ça c'est. L'anglais n'est plus vraiment la langue anglaise, en fait, malheureusement, c'est plus, enfin, malheureusement. Mais non, c'est bien. Voilà, profitons du fait que c'est la langue de Shakespeare, mais bon. Donc voilà, on va passer à l'anglais pendant le temps de l'intervention de Dirk Simons. Donc voilà, je vous cède la parole. Did you understand what I said? Yes, a little bit. completely. Okay, so over to you. Thank you. I feel very much for you, Christina. I just had a grand slam. I had a COVID, influenza and a pneumonia after that. So I hope you... Good evening. Well, I'm very honored to contribute to the launch of the beautiful book of Christina. Sorry for that. I have to swallow the mic, I heard. I'm a bit of an outsider in this company of garden historians, I'm afraid. But I was asked by Christina to write a chapter on the future of the garden transmission. And gardening, the critical zone, sounds a bit presumptuous, but in my little talk I will try to show you in several visual steps that it is not at all strange to think about the management of our critical zone, the thin shell where all life is located in terms of gardening. The global is connected to the local, and a pivotal gradient in this thin critical zone is the soil. The care for sustainable soil fertility is the domain of the gardener. The local may be the key to the global. My fellow countryman, Paul Crutzen, together with Will Steffen in the year 2000, in an article suggested that the Anthropocene, the age of mankind, be split off from the Holocene and thus declared a new geological era. The arguments he put forward for this bold step were basically that humanity should be seen as a geological force, not only influencing the climate, but also the acidification of the ocean, the complete standstill of the sediment transport of our large rivers, because we make power centrals in them, etc., etc. But very interesting for our field, landscape architecture, is that nature is no longer an immobile backdrop in front of which the human theater is played out. Nature climbs upon the stage
and it plays an active role, like the late great French philosopher Bruno Latour suggested. The absolute boundary between nature and culture is blurring on several fronts, and things are happening that we don't have words for yet. I think hybrids are emerging from human action and natural processes, and in this way of seeing, the climate is perhaps an even bigger artifact than the endless urban landscapes we build. What might be the role of designers in these Anthropocene issues? I'm not as optimistic as Alan Bircher of MIT, who bluntly states systemic design can change the world. And I think this might be a very dangerous form of overreaching. I would rather paraphrase the qualification of Hermann Tschech that landscape architecture is not going to solve these environmental problems, just as music is not going to solve the problems of noise nuisance. But that observation did not stop composers from composing music, and so it didn't stop landscape architects from producing interesting projects. Our discipline covers an impressive thematic breadth. Themes that have common ground with today's problems, as you can see in the United Nations Global Sustainable Development Goals. All urgent transitions, the adaptation to climate change, the energy transition, agriculture transition, and most urgent of all, stopping and slowing down the biodiversity erosion, meet in the spatial domain with our traditional challenges such as urbanization, mobility, water sanitation, and leisure. All these programs meet and might be connected in landscape designs. So we must not overreach, but we must not underestimate our discipline either, because everything needs a world to live in, and the world we get to live in will be the only one that we make, and that is our Anthropocene condition. In the modernist view of the world, nature and its resources are an unchanging constant. The factor is emancipation, and you can see from the key notions, modernism promises freedom and breaking loose from the chains of nature. Both politicians and designers formulate their ideals in terms of in solutionist and utopian terms. The most striking example of the drive of this technologically optimistic belief in progress is, well, for me, perhaps still Norman Bel Geddes' famous General Motors Pavilion of the 1939 World Fair in New York. The pavilion prepared the Americans to the blessings of mass mobility and the cities that are adapted to that. And as you can see, people can hardly wait for this utopia to materialize. 30,000 visitors a day got a button pinned, "I have seen the future." In our time, the Futurama might be more like the image that emerges from the book Homo Deus of Yuval Harari. Man becomes more machine and machine more human. And thanks to big data and our smart cities, we can predict and regulate our behavior. The great disconnection between biological and technological evolution seems to have begun. For the real techno-enthusiast, the leap to colonization of Mars seems a small step after making the Earth untenable. But the eco-modernist's view is first and foremost that economic growth is not so much a problem, but the instrument to pay for the investments to shrink the ecological footprint. In other words, we can consume our way out of the crisis and then, bullet by bullet, solve these problems. Climate change, well, geoengineering, it's only a geoengineering problem.
acidification of the oceans, add iron ions and chalk. Geochemical cycles are influenced. Well, we have our circular economy to deal with that. Do the sediment flows dry up? Well, hard coastal defense will be the answer. Biodiversity, novel ecosystems will do the job as well. And shifting land use, finally, the next green revolution will solve that. Finding tech solutions for all these problems will be the ultimate victory of mankind and produce in this way of seeing the good Anthropocene. Let me have a look. There it is, the good Anthropocene. But there is reason to doubt if modernist solutions will solve problems that were produced by modernist thinking in the first place. To my mind, modernism might not be the gardener's way to lead us out of the environmental conundrum we found ourselves in. And perhaps more important, it will not lead to a world that we want to live in. Modernism and economic globalism are hitting their planetary boundaries, and its golden age seems to be gradually coming to an end. The Earth turns out to be an active party. The promised emancipation of shedding the chains turns into a constant concern. Even the air we breathe seems to have to be monitored these days. The consensus that it at the same time succeeds in economic growth and reduce our footprint, our ecological footprint, seems bleaker every day. Freedom and detachment turn into their opposite, whereby man becomes, in a philosophical sense, an embedded subject, connected via a web with other living and dead actors. And designers, finally, must wonder whether they will remain the faithful accessory of modernism, like they have always been, or choose to be part of a counterforce. I adapted this fourfold typology of worldviews to confront the Anthropocene from the philosopher Clive Hamilton, a friend of Bruno Latour, by the way, and he wrote a book, Defiant Earth. And you see the self-image of man on the vertical axis, from a pointless species on top to the superorganism that created a complete technosphere at the other extreme. And the two extremes in the role of the Earth on the horizontal axis as a sort of passive backcloth, or the other extreme, a powerful actor that reacts when its systems are being disrupted. And the typology also shows that there might be two promising escape routes from the fight of eco-modernism, one leading to post-humanism and the other to a new form of eco-pragmatism that could be dubbed as anthropocentrism 2.0. These two are different ways of gardening the critical zone, and both depart from the recognition that the Earth is an active actor, even alive according to some. In post-humanism, man is supposed to take a step back and realize that he is only a very small cog in the web of life. The step from ego, with the white male and human on top of the pyramid, to eco, where all ways of being, all ontologies are equal. It is not strange to see initiatives emerge these days to give landscapes and landscape elements their own legal status, such as the recognition of the Wanganui River you see here in New Zealand. The Maori tribes have been negotiating just that for the last 140 years, and it is no coincidence that ontological pluralism has played a role in this breakthrough. And clear to my home, Latour's Parliament of Things inspired the establishment of the Embassy of the North Sea, very chic, on the Lange Voorhout in The Hague, where all the embassies are. This program and project aims at emancipating the North Sea in all its diversity,
to become a full-fledged political player through the collectives of people and non-humans. Even the abiotic may be granted an own ontology. Post-humanism creates an animated world where the environmental problems are considered basically to be a spiritual problem. The ideal in this vision is to tread the earth lightly and till the land with loving care. It is a vision that is gaining momentum in the arts world and the design world. In this collage you can spot the British artist Thomas Thwaites taking a vacation from being human when he designed his goat suit and spent some days and nights in the mountains with his fellow goats. However sympathetic, I doubt that this worldview solutions can be scaled up sufficiently. The second emergency exit out of modernism is anthropocentrism 2.0. It emerged from the critique on post-humanism. It's true, man might be equal in a moral sense, but we are not equal looking at the damage our species is doing. Anthropocentrism 2.0 diverges from post-humanism with the notion that humans have caused a catastrophe with an unimaginable impact and must be held accountable accordingly. It also diverges in that we rather speak in terms of obligations for man rather than risks and rights for nature. Human action must go hand in hand with the restoring of ecosystems, radical decarbonization, and looking for a prosperous way down the strategic shrinkage of our economy. The demolishing of more than 7,000 derelict dams in France alone, blocking fish migration, is a fantastic and fine example how the future might lead via the past. What kind of perspectives for action has this anthropocentrism 2.0? How can man take this responsibility? My personal intuition is that these lay in the realm of healing, recovery, repairing, undoing, etc. The sort of actions an imaginary superhero planet repairman or planet repair woman would take. Anthropocentrism 2.0 offers a gloomier but likely more realistic diagnosis of the situation than the post-humanist stance. It diverges from eco-modernist 2. The motto of modernism, the best is always yet to come, is corrected in this worldview to the worst might still be avoided. All hybrids enter the dance floor together with humanity. There seems to be a perfect storm building up of unpredictable events that will force us to learn to ride the tiger. And I think earth sciences are leading the way. No misunderstanding here. This new anthropocentrism is not anti-technological. Technology is considered in a Goethean way. It can be a blessing for humanity, but also its downfall. In this way of seeing, the ethical discussion about science and technology is dominant. Not everything that is possible could and should be allowed to happen. Technology must be domesticated. And, well, to be honest, that might be a hard thing to do, observing that the technosphere seems to have an autonomous course and is gaining momentum every year. A moving example for this anthropocentrism 2.0 for me is the Brazilian photographer Sebastião Salgado. He was an embedded photographer in all the disaster areas of the world in the first 30 years of his career. He got a burnout from this and complained that his soul was broken. As an antidote, he made an homage to life on the planet and nature and its indigenous people,
published in his best-selling photo book Genesis. The reason I wanted to forward Salgado and as an anthropocentric 2.0 example is that together with his wife Lelia, he stepped out of the observing role of the photographer into a direct acting gardening role. He decided to reforest the eroded and completely cleared hacienda of his father. They did so with more than 250 endemic plant and tree species of the Atlantic rainforest, and were proving the erosion of biodiversity doesn't have to be irreversible. Their initiative, organized in the Instituto Terra, proved to be an ID for the wide surroundings of the farm, and after that for the whole region. Their nurseries now have a capacity of more than 1 million seedlings per year. And Wim Wenders made a movie of this Werdegang, The Salt of the Earth. You've got to see it if it's in your theater. This also reminds us of the formative power of natural processes. I want to show you 2 projects I have been involved in. The first is the sand engine at the South Holland coast. Here, the genius of the place meets the genius of the process. The sand engine shows that nature technique might be the civil engineering technique for the advanced and the gardener's way forward to future coastal defense. It is an artificial dune of some 20 million cubic meters of sand situated near the coast and is eroded conform planning by the coastal stream that deposits the eroded sand on the weak spots of our dune coast and offers biodiversity as a bonus. What you see here is the changing shape of the sand engine from its completion in 2011 to 2015. As a second example, I would like to use the Room for the River program. And to see why giving room to the river is a healing program, is a multi-generational program, I need to take a small sidestep into history. Since the 15th century, when the main river dike trajectory was closed, we regulated first and then, after that, with a nice euphemism, normalized the river. And in concert with the 20th century urbanization, you could see that we strapped our rivers in an ever tighter corset. Phenomena like climate change forces us to take a multi-generational time horizon. The long-term vulnerability can be illustrated by turning the map to the Bangladesh position. And here you see the water comes from the mountains and comes to the sea. And policymakers realized today we still have the possibility to give room to the river. And in an urbanizing delta, it might be harder or impossible to do so in a century from now. And the Room for the River project introduced 3 major trend cracks. First, it suppressed the Dutch reflex to always raise the dikes as an answer to water safety problems and look for alternatives. Second, it was very much a program with a national goal but bottom-up realization by municipalities and water boards. And the final trend crack, interesting for our profession, is that it introduced landscape quality as the second main goal after water safety. And what happened is that 9 new ways to safety to give more room to the river were identified, like removing obstacles, lowering the groins, laying back river dikes, and scanning the river area for these potentials resulted in some, let's say, 600 possible measures. And with these 600 possible measures, in intensive deliberation with municipalities and water boards, it resulted in these 32 projects that together could do the job of transporting 16,000 cubic meters per
second high water without problem to the North Sea. Let me show you one project. We zoom in on Lent here in the east of the country near Nijmegen. And well, to put it simple, this is the trajectory of the existing dike. The plan consists of, let's say, laying back the dike some 350 meters, allowing the construction of a secondary channel. And a secondary channel that doesn't only offers Nijmegen water safety, but gives it as a bonus 3 new waterfronts. This is the secondary channel under construction, and you immediately see a lot of new bridges and extension of existing bridges are part of the project. Looking from the east, you see the executed project, bridge extensions, and the wonderful Orléans-inspired new quay and plenty new nature areas for leisure. And the landscape quality was enhanced by giving extra attention to the design of the bridges, inviting leading infrastructure architects so that they really add to the environmental quality. And also for the pedestrians and bikes strolling along the river and crossing under the bridge. Yeah, dus the quality of how you look under the bridge to the bridge is enhanced. And one of the most important instruments to enhance this spatial quality as a second main goal was the installation of a quality team I had the privilege to chair for 8 years, visiting all projects several times and monitor their progress in the design. Pivotal was that we had to come up with a definition of spatial quality, which is, of course, very hard. But the civil engineering dominated context there asked, it is a sort of Excel sheet culture. They wanted us to make it tangible what spatial quality was. And we did so, and we are making full circle now with the garden history of the garden transmission book. We did so by falling back on good old Vitruvius, who in his 10 books of architecture defined architectural quality as the elegant balance between utilitas, firmitas, and venustas. Together, he named that eurythmia. And we pragmatically reframed the Vitruvius definition for these large-scale river projects as the elegant combination of hydraulic efficiency, ecological robustness, and adding a meaningful cultural contribution to the area. The photo on the left, by the way, is not land, but it gives you a glimpse of the Noordwaard. That was the largest room for the river project here at the low river discharge. And this is how it looks with the high water situation a couple of months ago. Well, I think Room for the River was a healing project in many ways. It was a program, 32 projects, one even more beautiful than the other. Go and see it if you are in the Netherlands. Worth the detour, like it says in the Michelin guide. But I want to finalize my lecture and give the floor back to Christina with the essence of our discipline. Well, here it is. The essence of our discipline might be constructing a meaningful and active relationship with nature as a gardener. On a global scale, gardening works both as a metaphor, a perspective for action, and I think the perfect attitude for the Anthropocene. The metaphor is an apt one, as our biosphere forms not only the thin zone of life, where life is thriving, it is partly formed by life itself. To quote Michael Pollan, the garden suggests that there might be a place where we can meet nature halfway. Thank you very much.
j'aimerais, Christina, puisque tu ne veux pas parler, mais que tu donnes 3 éléments de la suite logique de ton discours et de votre colloque de Lisbonne. Christina, tu veux attendre après Elle aimerait attendre un petit moment, mais moi, ça me permettrait vraiment de rebondir, parce qu'on a l'avenir des jardins européens. Je veux dire, j'ai les 2 pôles parfaits de l'explication que le jardin n'a plus cours. On est dans le jardin en tant qu'objet, en tant que ce dont parle Christina, de transmission dont on n'a plus rien à foutre, sauf de la transmission d'un jardin à un futur, mais c'est pas la transmission d'un savoir et d'une plante qui fait que il y a une hybridisation. Aujourd'hui, on est dans une période de synthèse. On a absolument toutes les cultures du monde à notre disposition. Si on a envie de faire du jardin japonisant, chinoisant, whatever it is. En Chine, ils font du pseudolonôtre urbain, c'est-à-dire des échelles importantes, des structures formelles, comme M. Caravane l'a fait à Cergy-Pontoise, et ça ressemble à rien. C'est-à-dire que c'est pas du jardin. Et que ce dont parle Dirk, ce qui est absolument passionnant, c'est qu'il y a une vraie nécessité d'attention de notre survie. Et que le jardin dont parle Christina, c'est pas de la survie, c'est du plaisir. Ben, jusqu'à présent, c'est ce que j'aimerais, c'est que... Rebondir. Comment ? Absolument. Et c'est pour ça que... Non, parce que la vision de Dirk, à mon sens, est très sélective, parce que je ne savais pas si c'était une question, si le futur, c'est la question d'appétence humaine sur le besoin de jardin, ou sur effectivement des réactions protectrices, où on fera pas grand-chose, sur des questions climatiques. La question climatique de certaines personnes en France, c'est de plus avoir assez d'eau. Mais la question climatique en Hollande, on est toujours en Europe, c'est d'avoir trop d'eau. Donc, c'est pas ça, c'est que là encore, on va vivre dans l'extension des jardins des problèmes qui seront locaux. Et avec absolument. La montée des eaux, c'est partout, pour les côtes, mais pas pour les côtes du Larzac, si quelqu'un voulait faire un jardin là. Ou peut-être que la pluviométrie, mais je suis pas le bon Dieu. J'ai aucune envie de faire des pronostics sur l'avenir. Mais ce qui m'intéresse, sociologiquement parlant, c'est qu'enfin, ça a été long, mais il y a une prise de conscience du fait qu'on n'a pas fait que des choses intelligentes ces derniers temps. Mais ça existe depuis quand même très longtemps, et on le sait depuis très longtemps. Et la fonte des glaciers, on en parle, mais ça existe depuis le début de l'ère industrielle. Enfin, il y a plein de choses qui sont... Quand on a fait le concours des Tuileries avec Pascal Crébière, on avait fait un jardin qu'on n'arrosait pas dans la cour du Carrousel. Parce que c'est évident que l'eau sera un problème de demain dans plein d'endroits. Alors, je ne sais pas quelle est la question qu'on me pose ou qu'on ne me pose pas, mais moi, je continue à faire des jardins en observant un certain nombre de règles évidentes à la minute à laquelle je les fais, qui sont de servir. Mais tous les jardiniers amoureux de jardin qui sont là vont toujours vous expliquer de toute façon que en matière d'acclimatation, c'est qu'on a toujours eu envie de pousser la limite de la rusticité pour les pays où il fait froid, de résistance. Et donc, la plupart des jardiniers, conscients ou inconsciemment, ont fait dans leur jardin des choses qui sont pas idiotes. Et je fais confiance à cette espèce de bon sens humain, de planter un peu plus de chêne vert là où c'est pas son aire de répartition habituelle, un peu plus de leucophyllum texan, je sais pas où. Enfin, je veux dire, le fait du réchauffement climatique ne m'angoisse pas en matière de jardin. Il ne m'angoisse pas en matière de nature. Il y a toujours eu des évolutions. On a toujours eu... Le dodo est plus là. Enfin, je veux dire, on sait qu'il y a des choses qui disparaissent.
Mais tous les jours, je lis dans la presse scientifique ce qu'on trouve de nouveau. Aussi, dans les choses non décrites, que ce soit dans le domaine des poissons, que ce soit dans le domaine des mousses, que ce soit dans tous les domaines, la Terre est encore source de plein de surprises de vie, donc positives. Et quand je dis plein de surprises de vie, c'est que je pense qu'il y en a probablement moins qu'aux époques des Forrest et des Wilson et des abbés de Lavey allant arpenter la Chine. Mais la Chine est encore un bon creuset de surprises. Et surtout, on a des surprises ici, dans ce qu'on découvre et ce qu'on décrit pour la première fois. Je les ai pas en tête parce que j'ai pas de mémoire et que j'en ai plus du tout. Mais il y a aussi des choses positives dans l'évolution. Et l'évolution, il y a plein de gens, des philosophes qui en ont parlé. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui les choses s'accélèrent, mais je dirais que la seule crainte qu'on peut avoir pour l'avenir des jardins, je parle pas du paysage, parce que c'est deux notions assez différentes. C'est deux notions assez différentes où on confond aujourd'hui ce qui a été des jardins de pouvoir, ou des jardins somptueux, puisqu'on parle d'histoire des jardins, mais avec d'autres moyens et pour d'autres raisons. Mais pour moi, Versailles, c'est le jardin de Louis XIV. C'est pas le jardin, enfin c'est un jardin particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça fait 10 cm², alors que ça faisait quelques centaines d'hectares. Et que, bon, les échelles changent, mais les besoins humains, je dirais, évoluent avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de... Enfin, je pense que les besoins sont à peu près les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient hier et qu'ils seront demain. Exactement comme vous dites, on a besoin pour son âme. Et si Louis XIV avait besoin d'asseoir son pouvoir, il avait la Fronde derrière lui, on comprend très bien. Et on comprend très bien que le nôtre ne peut pas être le nôtre ailleurs. Les gens qui sont inspirés par le nôtre, ça me fatigue dans les historiens de jardin, c'est aller parler de Slovénie, parce qu'il y a un axe, et de se référer au jardin à la française. Le nôtre, ce qui l'intéresse, c'est de faire que son roi soit de droit divin. Donc il ne fait que des trilogies, il ne fait que des surprises, il ne fait que, mais c'est pas nécessairement des axes. Je veux dire, voir la terrasse de Saint-Germain, c'est un coude. Enfin, je veux dire, il suffit de connaître un peu le nôtre pour savoir que c'est jamais de symétrie. Alors, les Duchesnes ont fait de la symétrie. Alors ça, c'est au cordeau, c'est 20 mètres à droite, 20 mètres à gauche. À Versailles, il n'y a jamais 20 mètres à droite, 20 mètres à gauche. Il y a des équilibres visuels, mais il y a rien de ce qui est mal digéré aujourd'hui, et je pense que là aussi, se trouver des racines, alors que l'Europe entière a fait dans le formel à un temps T, puis s'est libérée du formalisme à un autre temps. Alors ça ne s'est pas libéré tout à fait de la même façon, parce qu'il y a eu des incidents d'histoire dans un endroit, encore c'est une histoire locale, mais globalement, il y a des courants de pensée. Et je pense... Non, et moi, ce qui m'intéresse aussi, et ce qui n'est jamais dit, c'est qu'on vous explique, là aussi, les cohérences de mouvements scientifiques, techniques et intellectuels ou philosophiques à un temps X. Et je suis absolument certain que les jardins, dans leur croissance et dans leur sens de vie, ont influencé les Rousseau, les physiocrates. On a pensé que c'était Rousseau qui avait influencé le jardin. Tintin, à mon sens, il est influencé par ce qui se passe. Et ce qui se passe, on a vu les tableaux d'Hubert Robert, c'est qu'on fout Versailles comme Verdun. Donc, c'est-à-dire que la vie éternelle d'un jardin formel, impossible. On est obligé de passer par des choses qui vous font mal au cœur. La poursuite de la vie d'un jardin informel, ça se passe doucement. On re-remplit un peu des vides, et puis s'il y a des choses qui se cassent la figure à droite, on fera de nouveaux vides. Mais c'est pas passé avec la brutalité que la formalité a donné. Et c'est pour ça qu'il y a un changement. C'est plus que la pensée, c'est à mon sens
les penseurs ont vu ce qui se passait dans des exemples construits par l'homme et je vais droit dans le mur. C'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui. On est en train de rétropédaler et de se rendre compte qu'on est en train de faire des bêtises. Ah bon? On est en train de nous montrer des photos d'éoliennes et on vous parle de décarbonation. Et si ça n'est pas que des tas de carbone, tout ça, enfin, je comprends rien, moi. C'est très simple. Je sais que je ne comprends plus rien à l'époque dans laquelle je vis et que je continue avec joie à faire des jardins. Et que j'étais venu avec des photos de jardinous dans des 4 coins d'Europe, en ayant exclu la Suisse, puisque d'un point de vue politique, c'est pas l'Europe. Tout le monde voudra voir tes. Non, mais non. Je voulais juste répondre sur quoi. Voilà, oui, il m'embrasse et donc ça y est. Mais moi, ce qui m'intéresse, Non, c'est ma mais on va voisine, voir. Non, mais il est important de comprendre que cette idée de transmission, qui peut être réduite à rien, elle a une importance vitale dans le monde où on est, de la façon dont Dirk nous a parlé. Parce que c'est la transmission du savoir, et il y a 3 savoirs qui sont extrêmement importants et qui doivent être absolument intercroisés. On doit savoir les enseigner, on doit savoir donner des exemples comme on a eu ici. On vient de faire un exemple sensationnel de transmission. Il nous a montré ce qui se passe en Hollande. Il nous a montré des exemples qui pourront nous être utiles, moi au Portugal, lui en Italie, toi peut-être en Normandie. Ce que j'appelle de la communication. Donc, mais c'est de la communication. Mais ce qui est important, c'est qu'on arrive. Non, une chose, ben, évidemment, je sais. Quand on a demandé aux designers de notre colloque de nous dire quelles avaient été les origines de leurs influences et les transmissions, ce sont de très grands designers européens, Caruncho, João Nunes et Thornbjörg. Thornbjörg a été le seul qui a dit, confessé, j'ai été inspiré par le Japon. Les autres, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a même dans leur sous-conscient une transmission qui vient d'autres exemples. Évidemment. Et donc Thornbjörg a eu la modestie de dire, il est suédois, et il nous a dit, voilà, le Japon, les États-Unis, j'ai tout compris de comment on faisait la ville vivre dans les années 70 avec Halpern, avec Jacobs. Donc il a eu cette capacité de dire, j'ai étudié pour savoir comment faire. Et je suis sûre que beaucoup de designers, beaucoup de gens qui font des jardins, ils sont inspirés par d'autres choses. Et il n'y a aucun mal à ça. Alors, ça, c'est ça. Ça, c'est un point. Mais c'est ça, exactement. On hérite de mais choses. C'est pas assumé. Mais tu vois, c'est pas assumé. De telle façon que les autres designers, ils n'ont pas du tout admis qu'ils avaient été. Ce que Fernando fait est très beau, mais il a absolument besoin de se prendre pour un philosophe. D'accord. Non, mais c'est pas grave. Non, mais il fait très beau et j'aurais dû vous montrer. Justement, c'est ça qui importe. Mais ce qui est important. Mais leur discours me gonfle. D'accord. Parce que t'es jaloux. Probablement. On arrête de se bagarrer. Non, mais c'est intéressant. Hein, le bagarre, c'est toujours intéressant. Mais on aimerait beaucoup voir tes. Non, mais Fernando, moi, c'est de l'orgueil personnel. Et je voulais aussi, tu as raison. Mais c'est ce que j'ai disais là. Je vais juste vous donner un petit exemple, le seul, pour finir c'est de très belles images que vous allez voir dans le livre, qui est là, en vente, et qui vous permet de voir, par exemple, 1543, les allées d'arbres à Madrid. Ils ont dessiné, ils ont peint, et il y a des documents. Donc, ce qu'on croit que c'est Haussmann, allez voir Madrid. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu à Madrid, évidemment à Malaga, à Ségovia, et ensuite au Mexico, Bogota. Et donc, c'est parti. Le modèle est parti. C'est cette intention qui était à la base de ce colloque, de comprendre comment c'est bien qu'on puisse passer et que la capacité d'invention est toujours un petit point en plus de ce qui avait été fait avant. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas ça la culture actuellement. La culture actuellement nous dit l'inspiration divine des grands génies. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Surtout en architecture paysagiste. Parce qu'il faut savoir beaucoup d'écologie pour faire ce qu'on a compris voir
de jouer avec la rivière en 32 points de la rivière. Il faut avoir beaucoup de solidité d'ingénieur pour Mais réussir Didier à en faire... sait quelque chose. Il y a un canal qui passe le long de Bénouville et ça a été probablement à peu près la même histoire. Un autre temps. Mhm. Donc là aussi, bien sûr, la le charge canal de créative. Bénouville. Mais ce que je veux dire, moi, dans le paysage, c'est que Dirk nous parle de paysage, alors que moi, je parle De de jardin, paysage et j'ai cru qu'on parlait de jardin. Ouais. Et que là encore, ce qui me gonfle, c'est la confusion qu'on fait entre les deux D'accord, choses. mais il faut voir... Non, C'est non, tout. il n'y a pas de confusion. Et le fait qu'il y ait des gens qui pensent qu'ils viennent de nulle part, Mhm. ils ont beaucoup de chance, mais Bon. c'est malheureusement... Alors, On a la preuve en ce moment en Israël. Je veux dire, personne ne vient de nulle part. Alors, attends. Le problème ici, c'est que ici en France, on n'a pas accepté le mot landscape architecture, qui a été développé aux États-Unis. C'est une profession très forte, dont d'ailleurs Laure Cognan va parler en mai, parce que c'est une profession de landscape architecture où on fait les deux choses. Et On se prend en aussi Hollande, un peu pour le bon Dieu. et en Hollande, bien sûr, il y a toujours quelques-uns qui se prennent pour le bon Dieu. Non, mais c'est mais pas ça. Et ce qu'on essaie de démontrer ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bon Dieu. Il y a des gens qui travaillent, qui comprennent et qui jouent avec le processus naturel. Et toi, tu fais ça. Non, Et donc, mais moi, je fais de ça. l'artificiel. Quand Dirk travaille sur c'est de la régulation de fleuves. Mhm, C'est des problèmes de montée d'eau. mhm, C'est des vrais problèmes. C'est des problèmes de survie. mhm. C'est tout. Oui. Mais il travaille sur du rivage. Et il fait des choses Je ne dis belles. pas qu'il ne travaille pas sur du Le rivage. rivage, c'est la même Je chose te qu'un dis que jardin. l'intention fondamentale de départ, elle est totalement différente. D'accord. L'intention est une nécessité de survie pour Mhm. des populations, c'est politique. Mhm. Et quand je dis que c'est politique, c'est pas du tout parce que c'est pas un terme négatif une seule seconde dans mon esprit. Mais ils ouvrent le chemin pour ce qui va se passer à Non, Lisbonne. ce que Dirk Non, oui, dit, oui, oui. ce qui est Ah, très bien, si, c'est si. les points qui se terminent par de l'esthétique quand même et de la beauté. En ce C'est-à-dire- moment, si on pense que l'estuaire du Tage, je pense à mon petit cas, va monter d'1 mètre d'eau, nous allons avoir plein de petits jardins et des parcs qui ont été dessinés dans les années 80-90 Qui vont et être 2000, submergés. qui vont être complètement submergés. Eh ben voilà. Ce que nous dit Dirk, c'est un exemple extrêmement utile pour faire penser, et d'ailleurs pour faire apporter cette idée aux politiciens. Qu'est-ce qu'on fait de nos rivages, de nos rives, si tout ça monte? Tu comprends? C'est un changement énorme. Il faut Oui, pas et je continuer. redoute la pensée humaine trouvant des parages à la montée de l'eau. C'est tout. Tu redoutes. Je redoute la connerie humaine Oui. de ce qu'on sait, de ce qu'on me raconte sur le climat aujourd'hui, où on a plein de responsabilités, mais le climat, même si on avait zéro responsabilité, sera en train de changer. Nous Donc, savons. bon, alors, ça veut dire qu'on me Mais gonfle raison. tous les jours à la télévision Mais raison avec de des tous. choses pour lesquelles on se prend pour le bon Dieu. C'est ce que je dis. non, On se ça prend va. pour le bon Dieu. Bon Dieu ou pas bon Dieu, Mais ça si, va monter. et même notre discours, ben oui, bon Dieu ou pas bon Dieu, ça va monter. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout pas construire Il faut sur les peut-être rivages. pomper là pour le remettre là. Non, il faut surtout Il faut que pas. tu arrêtes de dire au soleil de taper. Non, il faut surtout pas produire des paysages qui ne sont pas résistants et capables de recevoir ce changement. Il faut penser au changement. Il faut que les politiciens commencent à oui, penser. tu penses Et eux, comment? ils sont avant les autres. Ça, je m'excuse. Avec l'eau, Ils sont pas avant les autres, ouais, ils sont avant, Ils sont dedans. pionniers toujours. Mais Avec ils sont dedans. Les photos de Dirk sont. Bien sûr, ils sont dedans parce que. Et ils l'ont toujours Mais été évidemment. historiquement. Et Évidemment. c'est ce que je dis, c'est que l'Europe, il y a des problèmes locaux. Oui, tu as raison. C'est tout. On n'a pas les mêmes problèmes dans le massif d'Argentière et du Mont Blanc Oui. que. Revenons au jardin. Oui, mais non, justement. jardin. On passe du. Mais finalement, si je peux juste, si le modérateur a droit, juste 30 secondes, il me semble, on ne va pas résoudre ni la question du réchauffement climatique, ni la question encore plus compliquée de l'articulation entre jardin et paysage. Je comprends parfaitement la difficulté, la confusion jardin et paysage. Mais ce qui me semblait intéressant dans ce qu'on vient de voir, c'était l'idée que on peut aborder les questions du paysage, peu importe celles auxquelles on est confronté dans tous les cas, avec une attitude, garden attitude, what did you say? Et c'est là qu'il y a une articulation intéressante à faire. Non, à mon sens, l'attitude à avoir, c'est d'avoir, dans le jardin de l'avenir, et c'est avoir une attitude évidemment humble, évidemment,
mais porté sur la marge du monde. Bien sûr, Et adapté à ne pas suivre faire le. de jardinaux sur les bords du Tage, par exemple, mais ne pas. C'est tout. Mais ça, Louis, les jardiniers, tu as tes jardiniers, les jardiniers le font. Les jardiniers savent très bien où il faut pas planter, parce qu'ils savent très bien qu'il faut pas faire trop de conneries. Parmi les moins crétins. Ils sont Et là, obligés, on sinon c'est que nous voilà, sommes. il faut. Donc du coup, je trouve que c'est ça qui est intéressant, prendre le jardin un peu comme modèle, pas dans le sens abstrait, mais tout à fait concret et pratique de faire des choses. Peu importe après les questions, on va discuter du réchauffement climatique, mais Oui, non, mais ce que je veux dire, à mon sens, ça n'empêchera jamais les jardins. Ça. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est l'appétence humaine. Oui, bien sûr. Et c'est le goût des jardins. Depuis que je suis enfant, je trouve que le goût a terriblement évolué et terriblement changé. C'est-à-dire qu'il y a eu la vague des pouvoirs publics en trouvant que ça faisait chic et choc de faire des jardins. Mais je travaille sur des jardins publics à l'heure d'aujourd'hui et je me retrouve confronté avec des mentalités d'interlocuteurs qui se prennent donc pour des propriétaires, qui ne sont pas propriétaires, c'est pas leur fric, et qui gèrent des endroits mais qui n'ont aucun sens. Enfin, qui rêvent encore de jardinous. À Jumièges, on me demande de refaire des broderies de Duchesne qui sont... C'est pas ça, c'est que Duchesne a fait des choses absolument géniales et que là, il a travaillé pour des petits bourges. Alors, il a fait une broderie de 20 mètres carrés. Donc, ça ne demande pas trop de travail au jardinier de demain, mais aller planter du buis, ça me gonfle. Aller refaire un dessin, ça me gonfle. Alors, je leur ai refait un dessin, mais avec simplement des différences de sol. Donc, il y a un dessin, puisqu'on a besoin. Mais le dessin en question, paix aux âmes de notre cher Henri et Achille, mais c'était nul. Ce qu'ils avaient fait ils avaient fait un projet qui était dans la cour, qui était plutôt intéressant, qui n'a jamais été fait. Puis ils ont fait Enfin, je ne sais pas si certains voient de quoi je parle, mais il y a... ça a un nom, mais j'ai oublié le nom. Je deviens complètement gâteux. Mosaïcoculture. Non, quel est le patron d'une abbaye? Du père abbé. Et la maison, c'est le logis abbatial. Voilà. Ah oui. Bon, le logis abbatial a été fait au 18e, pas du tout quand l'abbaye importante était là. Et les Duchesnes ont pondu quelque chose qui est... Je veux dire, le pas de terrassement eût été mieux. Se planquer un peu des voisins eût été déjà intelligent à l'époque. Et garder des pommiers devant chez soi et des vaches. C'était juste exquis. Et là, on me demande non seulement de refaire du chêne avec des plantations d'arbres très 19e, et ça me convient assez parce que la plupart des essences qu'ils ont employées sont des essences qui tiennent un peu mieux le choc, sauf les hêtres, à ce qu'ils se réchauffent. Mais là, je parle de jardin, je ne parle pas de paysage. donc là, le temps passe très très vite. Alors, tu vas quand même nous montrer des images. Alors, je n'ai pas présenté. Je n'ai pas présenté Louis Bénèche, mais des choses qui sont en cours et qui sont vagissantes. Je n'ai pas présenté Louis Bénèche, mais on est déjà dans sa partie. Et vous savez que Louis Bénèche est jardinier et paysagiste, ou paysagiste et jardinier. Donc Alors je saute quelques pays. Il n'y a Attends, pas d'Angleterre. Donc il faudrait peut-être faire un peu plus du coup. Pardon. Attends juste une seconde. Puis là, on a moins de temps parce qu'ils vont nous mettre dehors. Non, alors j'ai tiré de mon... Tu me dis quand il faut changer. Oui, bah, là on peut changer parce que le mahonia en fleurs, merci, c'est une très bonne idée pour la saison. Mais je commence par Maison Lafitte, qui est un endroit où, pour des questions d'entretien, il y avait des hectares de sable, où j'ai viré tous les buis. Enfin, j'ai pas eu besoin de les virer, ils étaient morts. Et mal entretenus. Je me suis servi de toutes les topières qui marquaient le dessin de, je crois qu'il s'appelait Vassal, l'architecte en chef, qui a refait ce jardin. Après que le baron Lafitte eut fait un jardin informel avec des collines, des lacs et des bosquets dans ce terrain-là. Et j'ai simplement cherché à réduire la quantité de sable et de gravier, parce que le désherbage géré par l'État
c'est qu'on passe des charrues. Alors, on passe des charrues. À Versailles, ça va. L'entretien se fait par les visiteurs. Mais enfin, les mauvaises herbes poussent généralement là-dedans. Donc, j'ai cherché à faire que de surface de 3, il me reste que, enfin, de surface de 4, je dirais, il me reste un gros quart. Mais il y a presque 2/3 de gravier qui sont montés au ciel. Et ce qui était un gravier, je l'ai mis en herbe. Et que ça devienne paillasson s'il fait sec ou pas, ça ne me gêne pas. Parce que il y a ces saisons où l'herbe est très verte. Et puis des prés qu'on fauche 2 fois par an. J'ai resserré la perspective, parce que le problème de Maison Laffitte, c'est d'oublier qu'on est dans une maison du tôt au XVIIe, mais qui a servi de modèle à toutes les sous-préfectures de province sous Napoléon III et la Troisième République, et que tout le monde pense que c'est un beau chef-d'œuvre 19e de tarte à la crème, alors que c'est de François Mansart, cher tonton du Jules Hardouin, qui a œuvré un peu plus tard à Versailles, et que c'est absolument une pure perfection, cette maison. Mais quand on est dans cette maison, on est dans un lotissement. Vous savez tous à quoi ressemble Maison Laffitte aujourd'hui. Et puis surtout, la vue qu'on a, c'est des camions qui vous arrivent sur un pont qui a été construit bien postérieurement en face du château. Et puis on a la Défense qui tous les jours est un peu plus haute. Ça va arrêter parce que on a décidé d'arrêter d'arroser les immeubles aussi haut. Donc non, je pense que les mentalités sont en train de changer. Donc je crois que la Défense ne va pas pousser plus haut, ou je l'espère. Oui, voilà. Alors ça, c'était du gravier. Je n'ai gardé que les topières autour du bassin qui ressemble à une piscine tellement il a été joliment restauré par l'architecte en chef. Je n'ai gardé qu'une petite percée sur le mur où on aperçoit les voitures. Moi, j'y vois pas de toute façon. Donc il faudrait que je regarde si on voit quelque chose ou pas. Ah oui. Non, et alors ce que j'ai fait, c'est que... Oui, bien, vous voyez derrière le bassin, il y a un creux. Et ce que j'ai fait, c'est que il y a un creux que j'ai creusé dans l'axe, en espérant que le maire accepte mon idée folle de faire un arc de triomphe au-dessus de son cheval qui est au milieu du rond-point, pour qu'on voit plus le truc. Mais je suis plus chez l'État, je suis chez la ville. J'ai fait beaucoup de frais au maire, mais qui va changer. Alors je recommencerai peut-être avec le suivant. Et ces terre-pleins, j'ai relevé les terrains de droite et de gauche, et puis j'ai replanté des tonnes de choses persistantes, y compris des séquoias que j'espère un jour décapiter, si je suis pas mort, parce que vous voyez la Défense là à droite. Là, la photo est prise d'un piéton à pied, mais quand on est dans le château, les pièces de réception sont comme au 17e, au premier étage, on domine tout ce qu'on veut pas voir. Mon premier acte avait été, quand on m'a parlé d'y travailler, j'ai dit arrêtez de tailler les tilleuls, ça vous dépense. Parce qu'on faisait de somptueux appuis de tilleuls. Alors on les a retaillés pour leur permettre de repartir en hauteur, mais qu'on les laisse vivre, qu'on dépense pas de l'argent tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, à réduire et de garder des vues ravissantes sur tous les HLM qu'il y a à droite. Et on les voit plus déjà. Parce que c'est fou ce que la nature est bonne et va vite. Allez, hop, on passe. Donc là, c'est un mélange de choses que j'espère ne pas trop arroser. La terrasse, il n'était pas question de la mettre en herbe. Quand même, ma seule proposition était de replanter dans le fond de la terrasse des chênes fastigiés. On m'a dit non merci, c'était pas comme ça dans l'histoire. Dans l'histoire aujourd'hui, la route de l'urbanisme de monsieur Laffitte fait qu'elle n'est pas dans l'axe de cette terrasse et qu'on a toute la signalétique routière depuis cette terrasse, que ce soit le sens unique, le ne tournez pas à droite, le je sais pas quoi et je sais pas quoi, qu'on lit, les interdictions de stationner qu'on lit depuis là. L'échelle des photos fait que ça va. Et il y a des vraies caisses, donc il faut les arroser, mais c'est des arbousiers qu'il y a dedans. Et puis des fausses caisses qui vont se former, qui sont des plantes plantées en pleine terre et des lagestrémias. Next, c'est la Belgique.
là, pour vous dire que il n'y a aucune considération de changement climatique. Mais enfin, bref, là aussi, il n'y a plus de sable. Et ce que j'ai fait comme grosse dépense, c'était de faire des trous dans le mur. Parce qu'il y a un ravissant paysage, qu'on voyait rien, que ça, c'est pratiquement une vue depuis la maison, qui est plus derrière. Mais depuis la maison, on savait pas quoi que ce soit. Et ce mur, très étrangement, c'est pas une bonne exposition de mur de potager. Et c'est le seul mur qui reste d'un potager ancien. Je vais vous montrer d'autres photos d'autres endroits. Voilà une porte faite dans le mur du potager. Et je vais là d'est en ouest. Mais ce mur est pratiquement exposé à l'est, qui est à l'ombre là-bas, et qui est au soleil là. Et donc, enfin, j'ai mis des arbres fruitiers quand même des deux côtés, mais aucune n'est une situation idéale pour des arbres fruitiers en Belgique. Mais voilà. C'est très beau, et tu as pris le paysage et tu l'as mis dans le jardin, t'as compris, avec ton mur troué. Oui, non, mais oui, j'ai un peu ouvert qu'on ne soit pas comme ça dans la vie, quoi. Allez, next. Ça, on passe à l'Allemagne. J'ai sauté le Luxembourg. Très, très, très traditionnel comme jardin. Et c'est un jardin où j'avais les instances historiques allemandes sur le dos, parce que c'est un jardin qui a été dessiné par Louis Pett. Alors, il y a ceux qui savent qui est Louis Pett. Il y a ceux qui savent qu'il a des lilas à son nom et ceux qui a un Alnus Pettiae. Enfin, c'était des pépiniéristes. Et Louis Pett, dans l'entre-deux-guerres allemande, a fait des jardins. Et dont restent vaguement des bribes. De l'autre côté, j'ai voulu m'inspirer du plan initial qui avait été bidouillé, mais j'ai refait un plan. Et alors, les Allemands n'ont absolument pas voulu, mais j'ai raccourci le jardin pour des questions de nouvelle circulation et qu'on ne passe pas en bagnole devant la maison. J'ai pas de photo de l'autre côté, mais je vais vous montrer ce qui se passe en ville, dans l'autre côté. Voilà. Et alors, quand j'ai fait le jardin, je me disais, mais pourquoi est-ce que le propriétaire de cet endroit n'achète pas son voisin où il y avait des ifs et rien? Il ne l'a pas acheté et voilà ce qu'il a. Mais j'ai replanté ce qu'il faut et ça pousse. C'est des arbres persistants parce que Dieu merci, ce bâtiment n'est pas trop, mais c'est collé à son jardin. Où rien ne poussait dans le fond, où c'est juste des pervenches. Où le bassin, ils ont des enfants, il y a des plantouilles. Ça, c'est une mauvaise photo. Vous voyez, c'est plutôt de petit printemps, mais le bassin est à peu près convenable en toute saison. Il y a évidemment des iris d'eau. Il est très très joli le bassin parce qu'il y a une mosaïque à l'intérieur où j'espère que les enfants auront poussé et qu'on mettra de l'eau un jour. Parce que la mosaïque est bleue et or et elle est très solaire. Enfin, c'est un dessin dans le bassin qui, à mon sens, est très bien avec de l'eau. L'or est quelque chose que j'adore dans les bassins parce que ça devient vert avec l'épaisseur d'eau. Et là, il y a suffisamment d'épaisseur d'eau, c'est assez profond comme bassin. Voilà. Next, oui, c'est toujours le même jardin. Le côté sud de la maison, ce qui se voit pas, mais qui est le côté route, et le côté nord, où il y a un peu plus de la place, où Dieu merci, ça se voit pas, mais il y a une piscine. Et hop, on passe à un autre pays. On passe à l'Italie du Nord, dans le Piémont, et où je me suis retrouvé avec un jardin avec de très beaux arbres, qui étaient des hêtres, aucun d'eux n'a aimé le chantier. J'avais fait protéger, mais on m'a traité de tous les noms d'oiseaux, parce que j'avais fait poser des protections, non pas pour les troncs, mais pour les racines, qui faisaient à peu près une dizaine de mètres carrés par hêtre. Et le seul qui est tenu était un cèdre, mais dont le propriétaire n'a plus voulu le jour où il est resté seul, parce que les uns après les autres, ils sont morts, et j'ai replanté plein de cèdres à droite et à gauche, et des araucarias, mais parce que j'ai dans mon dos une maison très moche qui domine, avec des araucarias et des cèdres. Et j'ai remis du cèdre déodore et des araucarias comme chez le voisin, pour que là aussi on ne sache plus où est qui, et soit uniquement dans la lecture entre la maison et puis vous voyez un pommier, parce que j'ai eu la gentillesse de faire que pour les voisins qui sont dans mon dos, plutôt sur mon épaule gauche,
j'ai des pommiers en premier plan qui lui bouffent pas la vue, parce que vous voyez la vue qu'on a sur les Alpes, avec le mont Viso qui est un peu sur notre gauche. Et j'ai fait des terrassements parce que c'était très en pente. Ça, c'est une photo qui n'a pas d'intérêt, on zappe. À part qu'il y a des montagnes derrière, et on arrive en Espagne, où là aussi j'ai très très peu de photos, parce que toutes les photos sont des photos de chantier, puisque c'est en cours, et que j'ai des camionnettes de chantier absolument partout. Mais ce que vous voyez, c'est que cet endroit-là, c'est l'Escorial qu'on voit là à droite de la photo. Et donc, on est sur une petite hauteur, avec des vues qui seront absolument toujours les mêmes, parce qu'il y a des chênes verts et beaucoup de frênes dans la partie basse, au-delà de cette espèce de terre-plein, mais qui ont atteint déjà leur taille maximale et qui bouloteront jamais, depuis l'endroit où est la maison, la lecture de l'Escorial. Là, il y a un verger avec des grenadiers, j'espère qu'ils tiendront, parce qu'il fait très froid et affreusement chaud. Et j'ai un petit peu de pelouse entre la maison et la piscine, qui est en contrebas et qu'on voit pas de la maison. Voilà, vous voyez, il y a un escalier qui descend, elle est à 1 mètre plus bas que le terrain. Et de l'autre côté, c'est la photo qui suit. C'est pour vous montrer qu'il y a encore de très beaux paysages. Il y a des socles granitiques qui émergent, uniquement des chênes verts, alors que c'est acide, et c'est pas du chêne liège, très étrangement. Ça, c'est 2 bandes de roulement qui vont à la maison, mais ça, c'était un énorme parking, parce que c'était une maison qui marchait pour les chasseurs. Et quand les chasseurs chassaient, ils n'étaient pas 2, mais un peu plus nombreux. Et ça, c'était un grand parking que j'ai implanté uniquement de graminées et de méchantes achillées sauvages, et qui va se polluer aussi naturellement, mais que ça reste un pré sec. Voilà. Rien n'est arrosé, là. Rien ne sera arrosé. Comment? Je continue? Non, c'est fini, je crois. Ok. Ben, ça fait déjà 4 pays autour de la France. Ben, merci beaucoup, Louis Benech. Il n'y a pas de Hollande. Est-ce qu'on a le temps de faire Des questions? S'il y a une question symbolique. Je vois pas d'opposition entre ce qui a été dit par notre ami hollandais et ce que tu dis, Louis. Je vois absolument pas d'opposition. Un n'est pas un jardin, mais c'est du paysage. Oui, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas ça. C'est absolument. C'est pas une question d'échelle. Oui, mais bon, une fois on m'avait posé cette question. Vous faites où le jardin, c'est un truc très français de vouloir diviser les deux choses. C'est pas un truc très français, c'est une question de moyens. Attends, j'ai pas fini de parler. À part monsieur... comment ça s'appelle ? Elle n'a pas fini, mais je continue. À part monsieur, j'oublie son nom, Garcia. Ah, monsieur Garcia. Dites-moi qui fait des jardins qui soient de la taille d'un jardin public. Non, mais je suis pas, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai envie de parler d'autre chose. Tu me dis que c'est j'ai pas fini. Bah oui, alors explique-moi. J'y vais. Je vois pas d'opposition entre les deux. Le travail que j'ai pas retenu votre nom, excusez-moi, Mary, est un travail. Mais il y a un mot qui n'a jamais ou pas été dit et qui me paraît essentiel, c'est cette forme l'état d'esprit, la spiritualité. Je veux dire, sans prendre un grand, voilà. Toute belle chose, qu'elle s'appelle jardin ou paysage, à partir du moment où elle touche et elle va transmettre quelque chose. Hein? Et donc ça, et c'est ça qui fait le lien. Il y a dans les paysages qu'a construit, ces rivières sont magnifiques. On imagine l'hérisement de l'eau, on imagine le vent dessus, on imagine un tas de choses. Et en fait, moi à l'agence, on faisait les deux parce que le jardin apportait au paysage et le paysage apportait au jardin. Et j'ai jamais à l'agence différencié les deux parce que précisément c'était essentiel pour faire un bon paysage d'avoir cette sorte de état d'esprit, de compréhension du jardin. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Et je vois pas du tout. Les recherches futuristes sont des recherches. On verra ça. On verra où on ira.
Et ça nous empêchera pas de faire des jardins et des paysages. Je vois pas pourquoi ça doit être antinomique, opposé. Et... C'est pas antinomique et opposé. C'est évident que je travaille de la même façon que l'acteur soit public ou privé. Oui. La seule chose, c'est que quand il est personnel, j'ai un ou deux interlocuteurs, c'est-à-dire un couple. Oui. On peut faire le jardin de monsieur, on peut faire le jardin de madame si ça va pas. Mais que le jardin, avec un collège de gens comme interlocuteurs, on choisit toujours le plus petit dénominateur commun. Ben, ça dépend comment on transmet, comment on travaille. Ça Et ça, c'est extrêmement... On a eu beaucoup de chance aux Tuileries. On n'avait pas à changer grand-chose, mais on avait un interlocuteur qui s'appelait... Oui. Mais depuis, je me tape des tribus d'imbéciles qui me demandent des broderies. Oui, mais ben, il faut pas les faire. Ils sont en tribu. Il faut pas les faire. Comment? Voilà. Il faut pas faire ce qu'on croit pas, ce qu'on sent pas. C'est tout. On n'a pas besoin de se les taper, comme tu dis. Oui. Et c'est vrai que c'est difficile de travailler dans l'espace public à cause de toutes ces mais il y a des moments à avancer parce que tu acceptes que ce soit un collège qui t'ait dit oui. Mais ils te disent oui à la chose la plus conne des trois possibilités. Mais oui, mais il y a un grand travail de communication, il y a un grand travail de diplomatie, il y a un grand... D'accord. Et je veux dire, moi j'ai vécu ça 12 ans aussi du Pont du Gard, donc je peux en parler. Des couleuvres. Mais il y a quelque chose de très important. Nous avons un artiste ici, nous avons un artiste là-bas, mais il y a quelque chose de très très important. C'est que au niveau de et d'ailleurs c'était une des transmissions dont je voulais parler si ma voix avait été comme elle est en ce moment. Alors, au moment où on sait faire un jardin vrai, pas de la décoration, on connaît les racines, le sol, tout ce dont je suis sûre que vous connaissez, et qu'on a une appréhension de tout ça scientifique. Sur ça, on met la partie de l'utilisation et de la fonction du jardin, et sur ça on met la beauté. Si on arrive à mettre les trois choses les unes sur les autres, on a appris quelque chose qui peut ensuite être transmis au paysage. Oui. Donc une des séances ici dans le jardin, que vous pouvez voir dans le livre, s'appelle la transmission du jardin au paysage. Une fois qu'on a appris les concepts, on peut le mettre au paysage. Et c'est là c'est pour ça qu'on a invité Dirk Simon, parce qu'on a compris que la façon dont il avait changé l'échelle toujours avec les trois choses toujours en main, le savoir, la partie presque d'ingénierie, la partie presque d'écologie et la beauté. Et la beauté, il faut l'artiste. Rien à faire. Non. Ah si. Il faut de la beauté partout. Mais la difficulté, c'est qu'une fois de plus, vous mélangez tout, c'est-à-dire que vous mélangez ce qui est plaisir et ce qui est un devoir. Ah non. Mais non, mais ça se mélange dans la vie. Écoute, je viens enfin. Je suis toujours en train de faire plaisir et devoir en même temps. Je suis venu ici à Paris, j'ai eu un plaisir énorme hier et aujourd'hui je fais le devoir de présenter la conférence. Non. Voilà. Si, je suis toujours en devoir et plaisir. On n'arrive pas à changer vraiment, à trancher si clairement. Mais ce que je veux te dire, c'est que le but, l'étincelle du travail de Dirk, c'est une nécessité. C'est vrai. On parlait de nécessité pour l'âme. Ouais. J'en doute tous les jours un peu plus. Bon. Alors, je sais que quand on n'est pas paysagiste, non, non, mais c'est évidemment passionnant. Donc voilà, on voulait évidemment, pour ceux qui veulent acheter le livre dont Christine porte la paternité. Oui, qui n'a pas pu présenter jusqu'au bout, mais vous avez compris la suite. Pour comprendre la suite, il faut lire évidemment le livre. Mais donc voilà, après, je vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous. La prochaine rencontre, c'est le 20 mars. Voilà, toujours ici, on parlera du dernier numéro de la revue Jardin, du thème des nourritures, avec entre autres Marielle Massé, que vous connaissez peut-être, essayiste et écrivain. Voilà, bon, et voilà, donc vous pouvez feuilleter déjà pour voir ce qu'il y a dans ce livre. Et puis je vous remercie encore une fois pour votre présence. Merci.